Non, le système contemporain n'est pas patriarcal. En fait, d'ailleurs, on ne peut pas attribuer au capitalisme l'adjectif patriarcal. Le capitalisme s'est développé dans une société où existait un certain ordre patriarcal, mais ce n'est pas le capitalisme qui l'a créé, il a plutôt hérité de cet ordre patriarcal. Et donc en fait, on ne peut pas dire l'ordre patriarcal capitaliste. Le capitalisme s'est développé, encore une fois, a pris son essor en Europe, dans une Europe qu'on pourrait qualifier de patriarcale. Et à cause de la coïncidence qu'il y a eu à un moment donné entre le capitalisme et puis cet ordre patriarcal qui, encore une fois, n'a pas du tout été créé par le capitalisme, mais qui était là, a pu naître à un moment donné cette idée qu'il y avait eu un mariage d'essence entre capitalisme et système patriarcal, ce qui est complètement faux. Et quand on regarde historiquement ce qui s'est passé, au contraire, le capitalisme a été une des très grandes puissances de dissolution du système patriarcal. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un système patriarcal. Alors évidemment, des millénaires de système patriarcal, ça ne s'évanouit pas comme ça. Donc on peut trouver bien sûr des traces, des rémanences de ce système patriarcal, mais qui ne sont plus justement que des rémanences, qui ne sont plus que des traces. Et une des grands agents de dissolution du système patriarcal a précisément été la dynamique capitaliste. D'accord. Parce que, et on le comprend bien, la dynamique capitaliste a été aussi quelque chose de fondamental pour ce dont je parlais auparavant, c'est-à-dire le passage du mode de vie communautaire au mode de vie social. En fait, le mode de vie communautaire, ça a aussi des conditions matérielles. C'était le mode de vie absolument naturel pour l'immense majorité de la population européenne qui vivait à la campagne dans des villages qui étaient de quelques centaines d'habitants, parfois un peu plus, 1000 ou 2000, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, là, on est dans les questions de taille, c'est-à-dire qu'à cette échelle-là, spontanément, dans ces groupes humains de taille limitée, relativement stable et assez autosuffisant économiquement, eh bien ça crée un mode de vie communautaire. Et le passage du mode de vie communautaire au mode de vie social est absolument solidaire de la dissolution de ces communautés villageoises pour passer à la vie dans des grands centres urbains, où là, la taille, justement, est à peu près illimitée. Ça peut être des dizaines de milliers, centaines de milliers, voire maintenant des millions, voire même dans certaines grandes agglomérations du monde aujourd'hui, des dizaines de millions de personnes. Et là, à ce moment-là, quand on arrive à des nombres tels, forcément, les personnes qui vivent dans ces grandes agglomérations ne se connaissent pas les unes les autres. Et donc, à ce moment-là, on passe évidemment au mode de vie social, où qu'est-ce que la grande ville? Ça n'est jamais que le rassemblement d'un très grand nombre d'individus. Des anonymes. Oui, qui ne se connaissent pas les uns les autres. On ne se rend pas compte du changement absolument mais extraordinaire qui s'est produit au cours des derniers siècles. Jusque vers la fin du XVIIIe siècle en Europe, l'immense majorité des habitants vivaient, encore une fois, dans des entités de taille limitée et à peu près autosuffisantes économiquement. Et au cours de votre journée, tous les gens à qui vous auriez affaire, c'était des gens que vous connaissiez, que vous pouviez reconnaître, dont vous reconnaissiez le visage et que vous pouviez nommer. Aujourd'hui, quand on vit dans une grande ville, ce qui est le lot maintenant d'une immense majorité de la population, dans des grandes banlieues, etc.,
l'essentiel des gens que vous serez amenés à croiser au cours de votre journée, vous ne les connaissez pas. Et à ce moment-là, le connu est devenu l'exception. Tout d'un coup, de temps en temps, on reconnaît quelqu'un, alors qu'auparavant, l'inconnu, c'était l'attraction. Tout d'un coup, si au village, on croisait quelqu'un qu'on ne connaissait pas, c'était l'attraction. Et ce retournement-là est absolument d'une importance capitale dans notre rapport au monde. Et une des grandes pathologies modernes, d'ailleurs, qui est extrêmement répandue, c'est un manque de reconnaissance. Beaucoup d'êtres humains aujourd'hui souffrent de ne pas être reconnus. Alors évidemment, ce qu'on demande, c'est pas simplement d'être reconnu par ses voisins, mais je veux dire que moins on est reconnu par ses voisins au sens tout à fait direct du terme, plus on va souffrir de ne pas être socialement reconnu. Mais ça, c'est une mutation absolument extraordinaire. Donc le capitalisme a nourri un passage du mode de vie communautaire au mode de vie sociale. Et parallèlement, le capitalisme, lui, ne connaît que des travailleurs. Et la différence entre les hommes et les femmes, pour lui, n'entre absolument pas en ligne de compte. Et donc, de ce point de vue-là, le capitalisme est un système qui est un très puissant opérateur de la mise à égalité de l'homme et de la femme, parce que c'est pour lui une catégorie qui n'est absolument pas pertinente. D'ailleurs, je crois que c'est maintenant, il y a une dizaine d'années, au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple, maintenant, les femmes peuvent travailler de nuit. Mais on voit bien que là, en l'occurrence, c'est vraiment la logique capitaliste qui veut que si un homme peut travailler la nuit et une femme peut travailler la nuit, il n'y a pas de raison de faire de différence. Donc encore une fois, le développement du capitalisme a pu s'accommoder pendant un certain temps, se marier pendant un certain temps avec un système patriarcal, mais c'est juste un mariage de circonstances, et le capitalisme est beaucoup plus un opérateur d'indistinction entre les hommes et les femmes. Et tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, justement, c'est-à-dire la contestation de la différence homme-femme, le fait qu'on peut indifféremment passer d'un côté ou de l'autre, est quelque chose qui est profondément induit par le développement au cours des derniers siècles de la dynamique capitaliste. Donc aujourd'hui, le capitalisme est plus une force anti-patriarcale. Oui, tout à fait. On peut trouver si vous voulez, des petits exemples qui semblent contredire ça, mais quand on regarde les choses de manière macroscopique, c'est à peu près évident. Ivan Illich, qui s'était interrogé sur... il se rendait compte de la singularité vraiment de notre temps par rapport à tout ce qui l'avait précédé ou par rapport à toutes les sociétés traditionnelles, et il s'était demandé, mais quel est le point véritablement le plus fondamental anthropologiquement qui distingue notre temps des temps antérieurs ou bien de ce qui peut se passer dans d'autres civilisations. Il en était arrivé au fait que nous avons perdu le sens de la différence entre les hommes et les femmes. Donc en fait, à l'inverse du supposé de la question, pourrait-on supposer en fait la pensée patriarcale comme outil de résistance en fait à une certaine modernité, finalement? Dans certains cas, oui, ça a pu jouer de cette manière-là. En fait, ce qu'a démontré aussi Ivan Illich dans un livre très intéressant qui s'appelle Le genre vernaculaire, qui est peu connu dans son œuvre, mais qui est un des plus intéressants, c'est que il s'est passé une chose assez terrible, c'est-à-dire que auparavant, là encore une fois, quand on regarde les choses se sont passées dans l'ancienne société rurale européenne, où l'immense majorité de la population vivait à la campagne, la condition des femmes par rapport aux hommes n'était pas une condition subalterne, puisque
par exemple, dans une ferme, il y avait justement, alors vous voyez, c'est vraiment l'industrialisation qui a universalisé la notion de travail. Il y a du travail à faire, et puis après, il faut trouver des individus pour accomplir ce travail, mais qui peuvent être des enfants, des femmes, des hommes, peu importe. En revanche, dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a des travaux d'hommes et il y a des travaux de femmes. Et un travail de femme ne peut pas être accompli par un homme, et un travail d'homme ne peut pas être accompli par une femme. Mais ça veut dire aussi que pour gérer une ferme, vous avez besoin d'un homme qui fait les travaux d'homme et d'une femme qui accomplit les travaux de femme. Et à ce moment-là, l'homme est dépendant de la femme et la femme est dépendante de l'homme. Ce qui fait que le côté patriarcal est extrêmement tempéré par cette dépendance mutuelle. Et bon, des anthropologues qui ont étudié la question dans les sociétés rurales qui demeurent, quand on est dans un système dit patriarcal, se sont rendus compte que, évidemment, l'homme, en général, avait le pouvoir symbolique, mais la femme avait énormément de pouvoir réel. Et il y avait une sorte de jeu entre les deux, où la femme reconnaissait la supériorité de l'homme sur le plan symbolique, mais à condition que dans la réalité, dans beaucoup de domaines, ce soit elle qui décide. Et un très bel exemple, c'est celui des mariages, qui dans les sociétés traditionnelles est vraiment un événement absolument déterminant, un événement central. Alors, ça se faisait pas comme ça, il y avait des tas de tractations, c'était long. Et puis enfin, quand on s'était mis d'accord, il y avait le fiancé qui devait aller voir le père de la fiancée pour lui demander la main de sa fille. Et c'était le père qui donnait la main de sa fille. Alors si vous voulez dire, voilà, c'est le père qui décide. Mais non, en réalité, c'était les femmes du village qui avaient arrangé le mariage. Et une fois qu'elles avaient tout arrangé, on allait voir le père en disant bon ben voilà, le fiancé va venir te voir pour demander la main de ta fille. Et là vous voyez qu'on met le père en position de domination symbolique, mais dans le réel, les femmes, ce sont les femmes qui ont fait le mariage. Et ce que dit Illich, c'est que dans toutes les sociétés traditionnelles, les choses fonctionnent comme cela. Et en fait, si vous voulez, l'équilibre qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est pas un équilibre symétrique, c'est-à-dire que c'est pas chacun a les mêmes droits, chacun a des fonctions différentes, mais qui font que chacun étant dépendant de l'autre est obligé de tenir compte de l'autre. En revanche, quand on est passé au mode de vie social où les individus sont atomisés, à ce moment-là, on ne peut pas imaginer d'égalité entre les individus autre que par, justement, tout passe par une égalité dans tous les domaines, puisqu'il n'y a plus de complémentarité entre les deux. Et alors évidemment, dans la période intermédiaire, où il reste des choses dissymétriques de l'ancien temps, alors qu'on se met à fonctionner dans le nouveau régime d'égalité entre les individus, évidemment, ces restes deviennent insupportables. Et c'est ce qui s'est passé au XIXe siècle. Mais ce que dit Illich, c'est que beaucoup de féministes aujourd'hui identifient le passé au XIXe siècle, alors qu'il dit que le XIXe siècle a été de loin dans l'histoire de l'humanité le siècle le pire pour les femmes. Et elles ont l'impression que tout le passé c'était comme ça, alors qu'il dit non, le XIXe siècle c'était un siècle extrêmement singulier, parce que si vous voulez, à la campagne, donc dans une ferme, l'homme était dépendant de sa femme et la femme dépendante de l'homme. Quand cette famille-là a migré à la ville, et que l'homme allait travailler à l'usine pendant que la femme restait au foyer, à ce moment-là, la femme est devenue complètement dépendante de l'argent que l'homme rapportait à la maison, alors que l'homme n'était pas dépendant de sa femme, puisque si elle n'était pas là, avec son argent, il pouvait acheter ce dont il avait besoin. C'est-à-dire que quand on est passé justement à cette économie monétaire, précisément, ça a donné le pouvoir à celui qui avait l'argent, et mis dans une situation de minorité celle qui ne l'avait pas. Mais ça, c'est du XIXe siècle. Et ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est que le capitalisme a dit aux femmes, eh bien, vous pouvez sortir de cette condition de sujétion en allant travailler vous-même à l'extérieur. Et donc, finalement, il y a eu une forme de
de ruse du capital, si on veut, c'est-à-dire qui a commencé par dégrader énormément la condition des femmes, et qui ensuite leur a dit, mais si vous voulez améliorer votre condition, il faut que vous deveniez des ouvriers du capital comme les hommes. Voilà. Si on peut résumer les choses ainsi.